Nouvel épisode de La Coupure. Très très content aujourd'hui, je reçois Laurent Laurent, plusieurs métiers, fondateur de la boîte Axe Réseau et en même temps tu t'occupes de tout le développement de la marque Feuillette, donc 75 boulangeries si je dis pas de bêtises. Laurent, très content de te recevoir. Comme d'habitude, je vais te laisser te présenter parce que tu as un gros parcours et beaucoup de choses à nous dire à mon avis sur toi, donc je te donne la main tout de suite. Écoute, merci de m'avoir convié, c'est toujours sympa de partager un peu son parcours, c'est un côté un peu prétentieux, donc j'espère qu'on ne va pas tomber dans ces travers de parler de soi et essayer de parler un peu des autres, des clients et de ce qu'on a pu faire pour eux. Effectivement, Feuillette, c'est la 76. 76e qui a ouvert hier à Sens avec un énorme chiffre d'affaires, une très belle réussite. Mais pour te répondre, pour me présenter, écoute, moi, on parlait d'études avant que le podcast démarre. Et moi aussi, j'ai fait un bac à l'époque dit technique. Mmh. C'était un bac G. J'ai fait une école de commerce. Et puis ensuite, je suis rentré rapidement dans la vie active dans la distribution automobile. J'étais chez Fiat Auto France, donc le constructeur qui était implanté en France. Et j'étais au départ à la promotion des ventes. Je m'occupais de promouvoir la marque Fiat, Lancia, Alfa sur le territoire français. Bon, je n'étais pas patron, j'étais évidemment un adjoint. Par la suite, j'ai fait mon service militaire au Quai d'Orsay, ce qui était une bonne planque. J'ai travaillé pour les ministres et je faisais la revue de presse du ministre. C'était assez sympa. Et je suis revenu appelé par mon ancien patron de chez Fiat et j'ai pris une direction directement, qui était la direction du réseau automobile Fiat, Lancia, Alfa pour le Rhône-Alpes. Alors là, c'est super terrain, puisque tu es l'interface entre les concessionnaires et le constructeur. Donc en clair, tu descends une stratégie et tu remontes des dysfonctionnements. Et ton rôle, c'est de faire en sorte que les ventes se passent bien, que les clients soient satisfaits et de régler tous les problèmes qui peuvent se poser à toi. C'est un job itinérant. Je devais faire 4 dodos par semaine, comme on disait aux enfants. Je faisais peut-être au moins 100 000 km par an dans ma voiture. À l'époque, on n'avait pas de bureau, on n'avait pas de téléphone portable. C'était un peu une autre façon de travailler. Mais c'est super instructif. Et faire du terrain quand tu es jeune, ça t'apprend énormément. Ça t'apprend à comprendre les gens, les fournisseurs, les concessionnaires et autres. Ça t'apprend à voir de près des clients et tout ce qui va autour. Donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. C'était très très sympa et j'ai beaucoup appris. Et en plus, ce que je dis souvent à d'autres personnes qui sont en phase d'apprentissage de la vie active, c'est quand ton premier patron est un patron sympa, charismatique, avec des bonnes valeurs, bienveillant, ça te donne envie d'aller bosser le matin. Et moi, j'adorais mon patron, qui s'appelait Jean-Claude Debar, et qui était un type extraordinaire. Et ça m'a donné le goût de travailler, le goût de l'entreprise, le goût de pouvoir faire des choses qui sont pour les autres. Et puis ensuite, je suis allé dans une autre marque. J'ai pris un poste, j'étais chassé par un constructeur bien connu qui est General Motors. Et je me suis occupé pour la région parisienne. J'avais un rôle un peu plus large, un peu plus confortable en termes de budget et en termes de responsabilité pour la marque automobile Saab, qui existe plus aujourd'hui. Oui, je vois très bien. Une belle Saab, elle est connue par la Saab Cabriolet, qui est assez connue, la 900 Aero. Enfin, bon. Et c'était très sympa. Bon, par contre, c'était sur Paris, donc Paris était un très gros pôle. Donc, un job où tu apprends pour le coup le côté politique de l'entreprise. Le côté un peu plus compliqué, un peu moins sympa. Tu es moins en contact de la réalité, tu n'es plus dans la politique. Et puis, comme la nature est assez amusante, chez Saab, j'ai fait une formation de style, mieux gérer son stress ou un truc du style. Et l'un des animateurs de la formation m'a dit « Mais tu sais, tu devrais faire autre chose, machin. Ah bon, tu devrais faire du conseil. » Ah bon, je pense pas que... Enfin, je sais pas comment... Je sais pas, moi, c'est pas mon truc, le conseil. Mais tu devrais. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a une petite boîte qui s'appelait à l'époque Allison Associates qui cherchait un consultant dans l'automobile. Et donc, moi, j'ai postulé. J'ai postulé à ce job description qui était soyez l'interface entre le constructeur et l'éditeur de logiciels. Et je suis devenu, par la force des choses, consultant pour un éditeur de logiciels, ce qu'on appelait à l'époque du Bound Scorecard, donc de la remontée de KPIs pour faire simple. Et pendant 2 ans, j'étais consultant pour les constructeurs automobiles et employé, salarié par une boîte de consulting. J'ai été repéré lors d'une des missions par un autre cabinet qui m'a proposé de le rejoindre. Ce cabinet est plus connu, c'est Ernst & Young.
Ernst & Young, à l'époque, c'était la partie consulting, hein, et je faisais partie du département stratégie advisory services, qui était la branche stratégie Orca. Et là, pendant 4 ans, avec un patron extraordinaire qui s'appelle Jean-Pierre Cartier, j'ai fait des missions sublimes pour les boîtes du CAC 40 sur des problématiques de distribution. Et j'ai appris ce que c'était qu'une problématique de distribution, ce que c'était qu'un livrable de clôture, ce que c'était qu'un mapping, un benchmark, enfin tout ce qu'on fait dans le conseil, mais au plus haut niveau. C'est-à-dire que mes donneurs d'ordre, c'était des N-1, N-2, parfois N. J'ai travaillé pour Carlos Ghosn, par exemple. Donc, énormément de rigueur, évidemment des process super établis par Ernst & Young, et une capacité je dirais, de regarder au-delà de la fenêtre qui était passionnante, avec des gens ultra intelligents. Moi, j'étais, avec mon petit bac G, j'étais le crétin de la classe, quoi. J'étais n'importe quoi par rapport à des gens qui avaient fait Centrale, Polytechnique, HEC et autres. Mais je me débrouillais pas trop mal et j'ai grimpé jusqu'à devenir manager. Et à un moment, Ernst & Young a été racheté par Capgemini. Et là, ça a été une débâcle totale. C'est ce qu'on appelle une fusion totalement ratée. Il y avait 900 consultants à l'époque. Peut-être qu'il en reste 3 ou 4 aujourd'hui. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui voulaient partir. Donc, j'ai fait un MBA. Okay. J'ai fait un MBA à l'ESCP. J'ai fait une école hôtelière. J'ai fait le Greta de Vannes, pardon. Et j'ai monté un resto. Ok. J'ai monté un resto. Rien à voir. Rien à voir. Et je me suis dit, c'est le bon moment. Capgemini m'a donné un peu de sous. J'ai mon pôle emploi pendant 24 mois avec l'ARE. Je vais me lancer. Et j'ai monté un concept de crêperie. Où ça ? En bas de la tour Égée, c'est-à-dire la tour Ernst & Young, à la Défense. Okay. Donc tous mes collègues, ils n'ont toujours pas compris pourquoi j'ai fait ça, venaient déjeuner chez moi de temps en temps. Ils me voyaient faire les crêpes, faire ceci, faire cela. Bon, le restaurant était un flop total. Okay. C'est-à-dire que j'ai vraiment galéré. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que de ne pas dormir. Je sais ce que c'est que d'avoir des enfants qui te voient triste parce que ça ne marche pas. Et j'avais beau faire tout ce que je pouvais. J'étais blindé le midi, mais le soir, tu n'as personne à la Défense. Et à l'époque, je ne pouvais pas livrer dans les tours. Ouais. J'étais planté. Je ne pouvais pas augmenter mon ticket moyen. Je ne pouvais pas faire plus de couverts. J'étais planté. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et j'ai revendu, non pas mon concept, qui était pourtant merveilleux, mais j'ai vendu l'emplacement. Alors, j'ai vendu que dalle, mais je n'ai pas perdu d'argent. Ouais, okay. C'était déjà pas mal. Et une fois que j'ai vendu, je me suis dit, je vais me remettre dans le conseil. Et j'ai réintégré un cabinet de consulting anglo-saxon, assez connu aussi, mais ça ne me plaisait plus du tout. C'est-à-dire que j'ai fait 3 mois, je me demandais bien ce que je faisais là, à refaire des missions que les gens n'écoutaient pas ou autre, un peu dégoûté du consulting. Et monsieur Leduf, du groupe éponyme, Louis Leduf, Brioche Dorée, Dallarté, etc., m'avait repéré avec ma petite crêperie. Il était venu, « c'est génial votre truc, j'ai toujours rêvé faire la crêperie, il faut venir chez moi, etc. » J'ai complètement oublié. Lui, il ne m'avait pas oublié. Et son chasseur m'a dit, voilà, il faut venir chez monsieur Leduf. Ouais, mais pour faire quoi ? C'est pas grave, vous venez chez nous. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Philippe Roux, qui était à l'époque le directeur général, et qui m'a dit, voilà, monsieur Leduf veut que je vous rejoigne, que je vous reçoive, donc pourquoi ? Mais écoutez, j'en sais rien. Et en fait, ça s'est très bien passé, et je suis rentré chez Leduf, alors directeur de je sais plus quoi, puis très rapidement, j'ai pris des postes à responsabilité assez importantes. J'étais directeur de la franchise, directeur des réseaux. Et je manageais une équipe d'une 20aine de personnes comme franchiseur, tout simplement. J'avais un N+1 que j'adorais, qui était Antoine Barraud, qui m'a beaucoup appris. Enfin, c'était vraiment une très, très belle école. Monsieur Leduf est quelqu'un de passionnant. Vraiment une très, très belle école. Bon, le seul bémol, c'est que, en fait, chez Leduf, il faut être à Rennes, au siège social. Okay. Et moi, ma femme est à peu près aussi mobile que la Tour Eiffel. Donc, c'était gênant. Je me tapais beaucoup d'allers-retours. Et donc, j'ai mis fin à mon époque chez M. Leduf, en très bons termes. Et je suis rentré dans l'immobilier. Voilà, j'étais directeur de développement d'une grosse boîte immobilière où j'ai fait 2 ans. L'immobilier, c'est pas mon truc. Très sincèrement, pas mon truc. Mais je me suis dit, ce que j'aime faire, c'est du conseil. Et j'aime bien la franchise. Et j'étais assez proche de la Fédération française de la franchise, Chantal Zimmer, qui était déléguée générale. Et elle me dit, mais vous devriez monter un cabinet. Et j'ai monté Axe Réseau en 2011. Donc en 2011, fort d'une expérience d'entrepreneur, de franchiseur, de consultant à un bon niveau quand même, parce que Ernst & Young, c'était quand même assez exigeant. Je me suis dit, je vais me lancer, et puis voilà. Et puis très très vite,
ça a été assez florissant. Contrairement à mon resto où j'avais bien galéré, là, tout de suite, j'ai eu des clients. Mais des beaux clients. Ouais. J'ai eu Auchan, j'ai eu Sodexo, j'ai eu des clopinettes, cigarettes électroniques. Okay. Et tout de suite, j'ai dû me staffer. Donc, j'étais professeur à l'université à Colmar, en Master 2 sur les réseaux. Et donc, j'ai embauché des alternants, j'ai embauché des apprentis. Je me suis staffé, quoi, en clair. Et rapidement, ça a très, très bien fonctionné. J'ai été reconnu à peu près sur le secteur d'activité comme l'un, je ne suis pas seul, hein, loin de là, l'un des experts, sachant que j'avais deux concurrents. L'un que j'ai racheté, qui s'appelait EPAC International, et l'autre Franchise Management, qui est toujours aujourd'hui présent et qui était compétiteur. Donc voilà. Et alors, c'est quoi le métier ? C'est ce que j'allais te demander. Alors, le métier de consultant, au sens large du terme, c'est d'apporter une expertise et des ressources, si je dois résumer. L'expertise, c'est... La franchise, c'est un métier à part. Quand on est franchiseur, il faut un apprentissage. Il y a des codes, il y a des process, il y a des outils, il y a des organisations. On connaît, on ne connaît pas. Mmh. Si on ne connaît pas, on peut recruter quelqu'un qui va être le directeur de la franchise et qui a cette expérience et qui pourra amener un certain nombre de supports pour que la franchise fonctionne. Et l'autre solution, c'est de prendre quelqu'un qui l'a déjà fait et dont c'est le métier, un consultant. Et ce consultant va venir, va étudier l'enseigne, va dire, voilà, on va mettre en place l'ensemble des outils avec une chronologie de livraison des différents supports. Et puis comme vous n'avez pas forcément le temps, ni les équipes pour s'occuper de ça, moi je les ai. Si je prends un exemple, le manuel opératoire, qui est quelque chose d'obligatoire en franchise, qui est un peu le recueil du savoir-faire, hein, les bonnes pratiques, le cahier des charges, et c'est très très long à faire. Donc Auchan, par exemple, avec Auchan à deux pas, nous disent, voilà, monsieur Axrezo, Laurent, ce qui serait bien, c'est que tu me fasses mon manuel opératoire. Ah oui, mais pour un supermarché, oui, c'est... Donc on récupère toute la matière, mais la matière, elle est bien chez eux. Le savoir-faire, il est bien chez le client. Moi, je ne fais que l'organiser, le structurer, le modéliser, et en ressortir quelque chose de digitalisé, d'un très bel effet, et quelque chose d'opérationnel. Donc, le process, l'expertise et la ressource. Voilà le métier, en fait, du conseil. Au sens large du terme. Si on va aller demain en Chine, on va demander à un consultant qui connaît la Chine. Comment on fait pour aborder ce métier en Chine? C'est quoi les règles? Comment il faut le faire? C'est quoi les bonnes pratiques? Donc, nous, on apporte cet éclairage pour la franchise. Trop bien. Et par rapport à ce que tu as dit, du coup, dans le modèle opératoire, est-ce que ça peut t'arriver, du coup, d'avoir une marque qui souhaite se développer en franchise et que toi-même, tu dises que c'est pas franchisable ou pas, parce que justement, à date, ce que tu vois, en fait, à l'intérieur de la marque, c'est pas possible de le franchiser? Oui. Bien évidemment, oui. Et c'est une bonne question. À un moment, j'ai reçu un appel. Et bonjour, j'ai un concept de salade bar à La Défense. Ah, super. Vous êtes où? Je suis au Faubourg de l'Arche. Ah, vous êtes où au Faubourg de l'Arche? Je suis au 4 Faubourg de l'Arche. Ça s'appelle, je ne sais plus quoi, salade. Ah, ça c'est drôle. Je connais très bien cet emplacement. C'était le mien. Ah bon? Oui, fut un temps, j'ai monté une crêperie là-bas. Ah oui, d'accord. Écoutez, avec plaisir, je vais venir vous voir. Je me rends sur place. Je regarde le concept. Au bout de 5 minutes, honnêtement, je vois qu'il y a des choses à faire. On va être gentil, on va dire que ça. Je demande d'avoir la carte, je demande d'avoir les mercuriales. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail avant de pouvoir imaginer la mise en franchise. Et donc, il y avait 3 personnes. Je me souviens très très bien. Il y avait un banquier en reconversion qui venait du prêt à equity. Il y avait un informaticien, et le troisième, je ne me souviens plus ce qu'il faisait. Et donc, je leur explique, je dis, écoutez, voilà, si je peux me permettre, je pense qu'au niveau du parcours client, au niveau de l'offre, et donc je leur dis tout ce qui me paraît aujourd'hui améliorable. Et je leur dis, par contre, une règle d'or, c'est que la franchise, vous savez, on duplique un savoir-faire expérimenté, mais quand on dit expérimenté, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que le bilan doit être profitable, les clients au rendez-vous, c'est quelque chose qui est successful. On veut dire, on ne va pas dupliquer des pertes en franchise. Et aujourd'hui, vous avez à peine un exercice fiscal, sauf erreur, vous ne l'avez pas clôturé. Vos marges ne sont pas dans la norme. Le coût de personnel, c'est logique, dû à votre lancement, est trop fort. C'est trop tôt. Et là, ils m'ont regardé. Et ils m'ont dit, monsieur,
vous n'êtes pas le bon expert. D'accord. OK. Pourquoi ? Parce que nous, on pense qu'on est tout à fait prêt. On pense que notre concept, il est révolutionnaire et que vous ne l'avez pas compris. Ah, ça m'a soufflé. J'ai écouté, OK, très bien. Enfin, je vous tiens juste que l'emplacement, je le connais par cœur. La restauration, je l'ai fait. J'ai quand même quelques clients. Enfin, je connais un peu la restauration quand même. Et bon, en tout cas, si vous ne souhaitez pas, je l'entends. Écoutez, on va s'arrêter là, j'imagine. Tout à fait, on va s'arrêter là. Bon, le truc est devenu nulle part. Ça n'a jamais débarré, ça n'a jamais décollé. Voilà. Mais cette personne n'était pas prête à écouter. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais dans un concept très intéressant à Paris, autour de la restauration toujours. Et ça s'appelait, je peux le donner parce que je l'entends très bien avec le dirigeant, ça s'appelait The Place to Be. OK. Et je vais sur place et là, je me rends compte qu'il y avait un petit problème déjà économique puisque ça coûtait très cher à l'achat. Entre le rachat du fonds et la mise en place de l'agencement et du matériel, ça coûtait très très cher, mais vraiment très cher. Et le chiffre d'affaires et la rentabilité ne permettaient pas d'avoir un retour sur investissement assez rapide. Mais les dirigeants étaient vraiment des gens de qualité, puis ils voulaient vraiment avoir une vision neutre, qualitative sur où ils en sont par rapport à leur développement. Et donc, je leur dis, écoutez, moi, je peux tout de suite vous le dire, sans vous facturer une grosse mission de consulting, ce qu'on appelle un diagnostic de franchisabilité, je peux tout de suite vous dire que, compte tenu de vos chiffres, il y aura très, très, très peu de candidats. Et je pense que si on vise à aller d'avoir 2, 3 franchisés en 5 ans, ce sera déjà pas mal. Et que donc, je vous le déconseille. Aujourd'hui, ce n'est pas bankable en franchise. Mais je le dis avec les formes, gentiment, en mettant en avant tout ce qui était bien fait et sans blesser la personne. Et là, pour le coup, il me dit, oui, écoutez, c'est sympa. Mais on aimerait quand même savoir un peu où nous en sommes. Vous voyez, un peu notre état des lieux. Et savoir vers quoi on peut se développer. J'ai compris, la franchise, on n'est pas forcément dedans. Mais il y a peut-être autre chose. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Oui, tout à fait, je peux vous aider. Et là, on a fait cette mission. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'ils avaient une très bonne notoriété, la marque était connue, ils avaient des très bons produits. Et le développement passait par un autre canal de distribution qui pouvait être la restauration rapide. À l'époque, c'était l'envolée des plateformes de type Uber Eats et autres. Ils disent, oui, là, ça va, il faut se mettre dessus, quoi. Et donc, ils ont pu se développer différemment. C'était pas de la franchise, mais c'était différent. Et ça qui est intéressant, c'est que quand on fait ce qu'on appelle un diagnostic de franchisabilité, on appelle ça aussi un plan d'action développement, il y a plein de vocables possibles, imaginables, pour définir ce travail, qui est en fait un travail de stratégie en amont, comment on fait pour développer une entreprise en franchise, ou développer tout court, et ça dépendra de l'intérêt de l'interlocuteur pour son développement. S'il est focus franchise, on va vite, rapidement, c'est on-off. Oui, on peut, dans l'état, parce que tout est bien foutu, c'est rarissime. Oui, on peut, mais par contre, il y aura quand même pas mal de changements à mettre en place. Un exemple, votre site internet, il est pourri, votre décor, il n'est pas waouh, vos fournisseurs, ils ne sont pas du tout à la hauteur. On peut dire tout ce qui ne va pas et tout ce qui va bien. Et donc, on va se mettre en franchise, mais avec des précautions. Et ces précautions vont donner lieu à des améliorations. Et on sait le faire. On va vous aider là-dessus. Ce qui fait que dans 6-9 mois, on pourra partir en franchise et vous accompagner. Et puis enfin, il y a ceux à qui on a expliqué la franchise, qu'on a expliqué le développement avec des tiers partenaires et qui nous disent « Oula, je ne pensais pas que c'était si compliqué. Moi, ça me fait très peur. » Et ils préfèrent arrêter. Où on voit des choses où typiquement, le concept ne peut pas légalement se mettre en franchise. Okay. Donc c'est très intéressant. On a un panel d'alternatives derrière pour dire attention, votre site pilote, par exemple, il n'est pas aux normes. Donc forcément, il n'est pas cher, mais il ne respecte pas les normes, par exemple. Et j'ai un ressenti, moi, et j'aimerais bien que je ne sais pas si tu me le confirmes, mais mon ressenti, à force de parler avec des restaurateurs, c'est que depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a la course à la franchise. C'est-à-dire que maintenant, les gens, quand ils ouvrent un resto, leur première vocation, justement, c'est tout de suite de se dire il faut demain, en fait, que je développe très, très fort en franchise et très, très vite en franchise. Et un peu comme tu as dit, sans trop connaître finalement ce que ça voulait dire derrière. Et je pense que c'est basé sur les modèles de réussite comme Pokawa, des Otakos ou quoi, qui sont développés très fort et très rapidement.
Comment tu expliques qu'aujourd'hui, les gens, quand ils ouvrent un resto, tout de suite, dans leur tête, ils se disent il faut vite que je franchisise, que je franchisise. Parce que moi, ce que j'entends souvent, c'est que la réussite d'un point de vente ne veut pas dire que ça va marcher dans un autre point de vente. Tu peux réussir d'avoir ton concept dans le 10e arrondissement, mais ça se trouve, tu vas le mettre dans je dis n'importe quoi, dans le 14e et tu auras beaucoup moins de réussite. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent absolument tout de suite se dire il faut franchiser, il faut franchiser? Alors, déjà, je modérerai. Si je prends Pokawa, j'ai rencontré les deux fondateurs il y a un certain temps. Et quand j'étais allé voir, entre guillemets, pour leur expliquer ce que je pouvais faire pour eux, pour la mise en franchise de leur concept, à l'époque, c'était Faubourg Poissonnière, ils faisaient un chiffre de malade sur 40 mètres carrés. Ils m'ont clairement dit, mais on n'est pas prêt pour la franchise aujourd'hui. On n'est pas prêt. Et d'ailleurs, ils ont mis du temps à y aller. Ils ont mis une première franchise, en plus, à Nantes, alors qu'ils étaient parisiens. Il y a un petit risque, il y en a un. Et aujourd'hui, le résultat, il est plutôt merveilleux. Mais au début, je n'étais pas du tout dans une logique de franchise. Oui, c'est vrai qu'ils ouvraient en succursale beaucoup, tu as raison. Oui. Si on prend Graphi de PNY, Burger Premium, j'étais allé voir à l'époque. Puis Graphi, je la connaissais par le centre des jeunes dirigeants. Et pareil, j'étais allé voir, j'ai expliqué les bienfaits de la franchise. Et ils m'ont dit, ils sont associés, ils m'ont dit non, franchise, honnêtement, pour l'instant, non, on continue. Et ils se sont mis très tardivement à la franchise. Donc, inversement, si je prends Bagel Corner, Grégory Clément, tout de suite m'a dit, voilà, nous on a un concept, on veut le mettre en franchise. Et on veut t'associer dans le développement. Il avait un modèle qui était le sien, qui n'était pas le mien. Moi, je ne pouvais pas être et associé et consultant. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais lui, dès le départ, il s'est dit, c'est un modèle vertueux, on le met en franchise. Donc, tu as raison. Une grande partie des enseignes se disent, la franchise est un moyen de développement en restauration qui fonctionne bien. Pourquoi? C'est ta réponse, enfin, c'est ta question, pardon. Déjà, si on prend les 15 premières franchises, tout secteur d'activité confondu au monde, les 10 premières, c'est de la restauration. McDo, Subway, KFC, Wendy's, 10 premières. La restauration présente l'avantage d'avoir tous les bénéfices de la franchise. Je m'explique. Quand on va chez McDo, on voit un petit M, on sait qu'on aura un parking, un burger, un jeu pour l'enfant, de l'hygiène, un prix que l'on connaît. Tout de suite, on voit cette notoriété spontanée liée à McDo. On sait où on va aller. On sait aussi que si on va chez McDo, on va être bien servi, que le savoir-faire est présent. Quand on prend un compte de résultat analytique sur un chiffre d'affaires, on va avoir 100% de chiffre d'affaires et on va avoir une masse salariale qui est importante. Il y a peu d'autres secteurs d'activité dans le retail où on a une masse salariale qui peut dépasser largement les 30%. Quand un tiers de son chiffre d'affaires est fait par des salariés, très souvent, le management est une des clés du succès. Et on estime qu'un manager va bien gérer son point de vente. Donc si on a une marque super connue, McDo, et qu'en plus, on a un manager qui est dans sa boîte à lui, avec ses sous, son investissement, on estime qu'il va mieux gérer ses 30% de masse salariale qu'un salarié. Ok. Et on voit bien dans les faits, il a raison. Il y a une étude qui a été faite par l'ESCA d'Angers, dans la boulangerie. À l'époque, c'était avec M. Leduf. La différence de BE entre un franchisé en restauration rapide type brioche dorée et l'indépendant, elle était de mémoire de 4 points. Et quand on analyse ces 4 points, il y en a un sur les charges externes. En clair, le franchisé, si l'ampoule a changé à plus de 2 mètres, il prend son escabeau, il la change lui-même. Le salarié, il appelle l'électricien parce qu'il ne prend pas de risque. Charge externe. Le deuxième, c'est la gestion du personnel. On gère mieux. Donc les coûts de personnel sont souvent moindres en franchise qu'en succursale. Et après, le chiffre d'affaires est légèrement supérieur. Pourquoi? Parce qu'à 14h05, si une table de 5 se présente, quand on est dans une succursale, tu regarderas, tu as le manager de la salle, il se tourne vers le pass de la cuisine, il y a son chef qui le regarde avec un œil interrogateur, il va les prendre ou va pas les prendre? Parce que lui, il a tout nettoyé sa cuisine et ça l'emmerde. Et donc il dit non, je suis désolé, on arrête à 14h. Alors que le franchisé, il ne se pose pas la question. Oui, bien sûr, venez. Donc en fait, les éléments distinctifs de la franchise fonctionnent parfaitement bien en restauration. Donc par exemple, au Tacos, qui est un de mes clients, les frères Traoré, quand ils ont monté ça à Grenoble,
Ils avaient le produit. Ils avaient un savoir-faire en termes de marketing avec Patrick Pellonero qui était exceptionnel. Donc, ils étaient très forts sur l'image, très forts sur le produit. Et en plus, ils avaient un produit qui était communautaire à l'époque, qui était nouveau. Le truc a explosé. Ouais. Mais explosé. Moi, je les ai pris en cours de route au moment de la franchise. Et eux, dès le départ, ils s'étaient dit, on n'aura jamais les moyens d'investir toute France, les fonds de commerce, les investissements, etc. Donc, ils ont tout de suite cru au modèle de la franchise. Ok. D'autres ne sont pas en franchise. C'est assez rare quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Marie Blacher, Alors, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai pas bien compris s'ils sont ou pas en franchise. J'avoue que j'ai un... Là, ils ont ouvert les premiers franchisés, mais il y a... ils en ont... attends, de mémoire, ils en ont 1000, je crois. Et en fait, ils ont ouvert les franchisés à partir de 1000. Mais 1000, c'est que du succursale. Oui. Alors, ils sont succursalistes avec un immense succès. Franchement, ils ont ouvert la voie. Ils ont ouvert la voie. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais j'ai pas bien compris. Ils sont dans la franchise, mais j'ai des échos en franchise. Bon, bref. Mais oui. Mais en tout cas, j'ai vu qu'ils avaient ouvert la franchise pour la première fois il y a 1 ou 2 ans, justement, mais que c'était la première fois parce qu'avant, ils étaient full succursalistes, justement, sur leur point de vente. Et comme tu l'as souligné, avec un certain succès. Oui. Et tu dis, pour revenir un peu à tout ça, parce que du coup, c'est assez. Là, c'est, tu vois, le côté très cool de pourquoi il faut franchiser et tout. Mais pour revenir aux histoires que tu as données avant sur l'histoire du salad bar, etc., où tu es allé, qu'on t'a dit, nous, notre concept, il est révolutionnaire. Justement, quand tu rentres, quand tu es quelqu'un fait appel à tes services, c'est quoi les premières choses que tu regardes, les KPI qui sont hyper importantes pour toi, pour savoir si un restaurant ou un business est franchisable ou non? Oui. En fait, c'est pas de KPI. C'est l'expérience client. Je rentre, je vois le décor, je vois l'organisation, je vois le service. On parle de restauration là. Je prends ce qui est le plus vendu, je goûte et je me fais une opinion sur mon expérience en tant que consommateur, tout simplement. Et je vois si tous ces éléments-là, ils sont bons, ils sont distinctifs, ils sont différenciants. Il y a quelque chose de plus que les autres. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fondateur, ou tout du moins le patron, le chef, le président, ce qu'on peut. La personne qui représente le franchiseur. Là, je regarde son charisme, je regarde son esprit leadership, je regarde sa capacité à envoûter, d'être inspirant, sa capacité vraiment d'entraîner les hommes. Quelqu'un qui va être aussi un peu une rockstar. Il va donner envie. C'est Alain Laflelou, c'est Guy Hoquet, c'est Louis Leduf. Ce sont des gens qui inspirent, parce qu'il doit entraîner. Donc je regarde, 1, le concept, 2, le dirigeant. Après, je regarde le modèle économique. Ok, donc ça arrive que en 3, c'est marrant. Oui, okay. Parce qu'il peut s'améliorer. Donc je regarde le chiffre d'affaires par unité, je regarde la marge brute, le coût matière, je regarde le coût de personnel, je regarde est-ce que le loyer est dans la norme. Mais déjà, rien qu'avec ça, je vois quelque chose. Et je regarde l'investissement. Et là, on a des petits ratios qui sont connus. Un investissement qui dépasserait 80% du chiffre d'affaires hors taxe normatif, il y a un problème. Quelque chose qui ne sort pas 15% de BE, comment on va faire pour mettre 5% de redevance? Ça ne va pas le faire, quoi. Donc après, on a des petits réflexes. Bon, moi, j'ai un peu d'expérience, donc ça vient assez spontanément. Mais cette lecture du compte du résultat, pour moi, ça vient après. Ce n'est pas ce qui m'attire en premier. Ce qui m'attire, c'est le concept, le fondateur, et ensuite le chiffre d'affaires et le BE. Ok. Non, hyper cool. Hyper cool. Et justement, par rapport à tout ça, par rapport à ces 3 critères, est-ce que tu as des anecdotes ou quoi, ou quand tu es arrivé dans un restaurant, quoi, tu t'es dit, oula, là, je suis dans quelque chose de fou et sur lequel il y aurait énormément de choses à faire? Oui. Feuillette. Magnifique transition. Et justement, ça allait être une de mes questions, c'est pourquoi du coup, parce que si je comprends bien, tu vas nous expliquer, mais Feuillette, tu as un rôle au-delà de Axe Réseau, du coup, tu es même au board de Feuillette directement, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Mais je vais revenir sur un autre, parce que Feuillette, c'est un peu trop facile, on va dire. Clopinette, 2012. Un copain me dit, Laurent, on va voir à Caen, il y a un truc de cigarette électronique qui est incroyable. Il y a 1 heure de queue pour avoir
Mais c'est quoi une cigarette électronique? Va voir, j'ai pas tout compris, mais visiblement, dans un film, DiCaprio, il en a un, enfin, va voir. Le type étant d'une grande qualité, un expert comptable, je vais là-bas. Je prends rendez-vous avant. Donc, je trouve le numéro, je m'embête à chercher les dirigeants, je sens très bien. Et je leur dis, voilà, je m'occupe de développer des affaires, je viendrai juste prendre rendez-vous avec vous. J'obtiens mon rendez-vous. Ils étaient surchargés. Donc, j'ai un peu forcé la porte. J'arrive là-bas, mais il y avait une queue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je rentre dans le magasin, mais le magasin est plus petit que le studio là. Mais le chiffre d'affaires de mémoire, c'était hallucinant. Je n'aurais pas dire de bêtises, mais c'était plus de 5 millions. Enfin, c'était colossal. Okay. Sur 20 mètres carrés. Peut-être avec des marges quand même moins importantes que la restauration. Après, je ne connais pas trop le... Alors, cigarette électronique, ça va bien. Ouais, ok. À l'époque, ça va moins bien. Ouais. À l'époque, c'était... Bon, là, il n'y a même pas photo. Quoi. Là, j'ai arrêté d'en parler. C'était évident que ça allait fonctionner. On l'a mis en franchise tout de suite. On a eu un succès, mais je crois qu'on avait plus de 2000 demandes en même pas 2 mois. Et là, en fait, ce sont des pionniers qui candidatent. Ce ne sont pas des franchisés classiques. Ouais, ok. Ah oui, ça, c'est un autre sujet. C'est assez intéressant. Ouais. Et qui voient tout de suite l'unité. Celle du haut des Champs-Élysées à Paris, tout petit, faisait plus de 4 millions aussi. Enfin, c'était hallucinant. Un deuxième exemple dans la restauration. Ça, c'était assez drôle. C'était Point B. Ok. Un copain me dit, Laurent, éditeur de logiciels, il me dit, Laurent, va voir Point B, c'est impressionnant. Ils ont un chiffre d'affaires, mais c'est pas possible. Donc, je me rends chez Point B, je prends rendez-vous. Voilà. Et je vais les voir et tout. J'arrive dans le resto, si on peut appeler ça un resto, avec un menu board improbable. Et puis, je vois effectivement beaucoup de monde dehors, mais un emplacement nul, des produits, des burgers, quoi. Je discute avec le dirigeant, puis il me dit, là, vous faites quel chiffre ici? Le truc était ridiculement petit. 3 millions? Non, mais non, pas le groupe. Ici. Oui, 3 millions. Vous faites 3 millions. Vous faites 3 millions ici. Et là, je suis rentré chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont ouverts de 10h à 5h du matin. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Un modèle qui m'était un peu étranger, on va dire. Et un succès phénoménal qu'on peut expliquer parce qu'en fait, ils ont copié, entre guillemets, ils ont inspiré, on va retirer le mot copier, ils sont inspirés des pure players américains que sont anglo-saxons, que sont McDo, KFC, etc. Et ils l'ont fait de manière halal, avec tout le succès qu'il y a eu derrière, avec Géladal, tous les autres. Mais c'était assez impressionnant le chiffre d'affaires. Donc là, quand vous faites 3 millions sur 25 mètres carrés avec un produit qui laisse une marge de malade, il ne faut pas être grand devin pour se dire que ça a fonctionné. Ouais, et évidemment, ça a fonctionné derrière. Et du coup, là, tu rentres en fait, pareil, tu travailles avec eux pour développer en franchise. Alors eux, c'était drôle parce qu'ils m'ont dit, c'était vraiment sympa cette mission parce que c'était 3 jeunes issus des banlieues, on va dire ça comme ça, qui m'ont impressionné par leur capacité de travail, leur capacité de réactivité, leur capacité d'inspiration. Franchement, on a à apprendre. Hein. On a à apprendre, entre guillemets, de ces gens entrepreneurs un peu différents. Ils sont issus, honnêtement, ils n'ont pas fait, je me souviens plus, ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Et ils ont appris par eux-mêmes sur le terrain. Et je me souviens très bien, il me dit, voilà, Laurent, on sait que tu as fait au tacos. Nous, on veut tout comme au tacos. On veut le même sérieux qu'au tacos. On veut être propre. On veut un truc clean. On veut être le haut tacos, mais point B. OK. Mais je leur dis, par contre, il y a des choses qu'il va falloir peut-être revoir. Typiquement, le menu board, les photos, c'est pas les vôtres. Je reconnais, c'est celle de McDo. Ah ouais? Et alors? On n'a pas le droit. Et en fait, il a fallu leur expliquer pourquoi on n'a pas le droit. Parce qu'ils me disent, mais si on sort de la rue, le panneau 4x3, il est marqué McDo. Lui, il a le droit et moi, j'ai pas le droit. Donc, c'était vachement intéressant parce que je leur ai donné, en fait, les clés de compréhension de l'entreprise au sens large, en France, et en même temps, comment on réussit en franchise. Et ils étaient à l'écoute. Et il n'y a rien de mieux qu'un client à l'écoute. Ils écoutaient. Je leur dis, il faut faire des fiches techniques avec des grammages. Donc, il faut me faire... voilà, on va prendre un commis et puis on va faire... Ils l'ont fait en une nuit. En une nuit, ils m'ont fait mes fiches techniques. Donc, super efficace et très intéressant. Donc, tout de suite, on a mis en place, évidemment, le DIP, contrat de franchise, enfin, tout ce qui va bien, le manuel opératoire.
succès phénoménal. Donc, derrière, c'est intéressant de voir. Bon, après, ça a vécu, moi je suis parti, ça a vécu, le réseau, comme tous les réseaux, vit une vie qui n'est pas forcément celle qui était imaginée auparavant. Mais en tout cas, les bases étaient là. Les bases étaient là, solides, et ça, c'est déjà pas mal. Et oui, pour aller dans ton sens, énormément de concepts autour du halal se sont montés. Et là, j'en ai refusé, mais pléthore. J'ai vu, je sais pas, au moins une centaine de concepts qui n'iraient nulle part, parce qu'ils n'avaient pas de concept, tout simplement. Oui, ok. C'est ça, c'est que du coup, tu as là les deux exemples, donc que ce soit Clopinette ou Point B. Et en plus, tu arrives au début, du coup, il y en a... Clopinette, c'était le premier. Ouais, Clopinette, il n'y en avait pas. Il y avait juste Caen. Que Caen, ok. Et aujourd'hui, il y en a combien à peu près, tu sais? 120, 130. Ah oui, ok. Je peux me tromper, hein, j'ai perdu de vue. Hein, mais Ok. Ah oui, donc grosse croissance. Et en plus, ça devait être sûrement au moment où du coup, il y avait un peu toute la fame autour de justement des cigarettes électroniques, etc. Donc ils ont pris le marché tout de suite là-dessus. Et du coup, tu en as parlé un peu juste avant, mais on va parler du coup un peu de Feuillette, où tu as eu du coup le même ressenti, j'imagine. Tu m'avais dit rapidement au téléphone que toi, quand t'es arrivé, il y en avait 5. 3. Ah, tu vois, je crois que c'était 5. Donc 3. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus, du coup, en détail, l'histoire qu'il y a autour de Feuillette? C'est amusant, mais moi, j'ai reçu un appel d'un avocat qui était de chez Fidal. Alors moi, je démarré, c'était en 2014. J'avais 3 ans. Donc, Fidal m'appelle. Chouette. Un avocat spécialisé en franchise. Ah, c'est chouette. Bon. Je dis, très bien, oui, je suis à votre écoute. Voilà, j'ai un concept de boulangerie du côté de Blois qui veut se développer. Moi, je m'occupe de la partie contractuelle, etc. Mais il me faut un manuel opératoire. Ah, très bien. Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous rencontrer? Moi, mon idée, c'était pas de faire un manop. Mon idée, c'était de me présenter tous mes outils à Fidal pour qu'ils obtiennent des belles missions avec des beaux clients. Et donc, je me rends à Orléans de mémoire, je lui présente à cet avocat tout ce que je fais. Et il me dit, c'est génial, c'est exactement ce que je veux. Mon client va être ravi, il faut absolument que vous alliez le voir. Il dit, oui, mais moi, je n'irai pas le voir. Pardon? De vous à moi, faire un manop, sans faire autre chose, faire juste un manop à Blois, pour un concept que je ne connais pas, que vous me dites qu'il est très bien, moi, ce que je préfère, c'est faire un peu plus pour le client. Donc, soit j'y vais et on discute avec le client et je lui présente ce que je sais faire. Mais si c'est pour juste faire un manop, honnêtement... Ah, pas du tout. Non, il faut absolument pas. Il faut absolument que vous le rencontriez. Vous allez trouver ça génial et tout. Je rencontre Jean-François Feuillette à Vendôme. Il y en avait 3 à l'époque, il faisait 6 millions. Et là, en franchissant la porte, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait un linéaire de 8 mètres de produits. On a envie de tout manger. On vient pour une baguette, on repart avec un macaron, une ficelle au lardon, un flan et une tarte. Enfin, c'était magique. Le concept était aussi très accueillant, très distinctif. Il y a plein de choses à faire, mais il y avait une base qui était quand même super sympa. Mais vraiment, je me suis dit, tiens, ce truc, c'est vraiment original, c'est vraiment bien. C'est pas prétentieux, parisien, inox, machin, c'est vraiment bien. Et puis je rencontre Jean-François. Et là, très belle rencontre. Très belle rencontre. Un entrepreneur, un vrai, pur, dur, très connaisseur de son métier, CAP de pâtissier, les plus belles maisons parisiennes. Franchement, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et quelqu'un qui est inspirant, qui a du charisme, qui écoute, qui est aussi, qui peut être dans l'humilité. Enfin, belle rencontre. Et je lui dis, mais vous savez, on va faire un manop, je peux vous le faire, mais vous allez en faire quoi? Comment vous allez faire après pour former vos franchisés, puis pour les animer? Qui va les recruter? C'est vous qui allez les recruter? Franchement. Et très rapidement, parce qu'il met à l'aise, non mais attends, vas-y, fais-moi une proposition, si ça tient la route, on travaille ensemble. Hein. Et il n'a même pas été voir de concurrents. Ça s'est tout de suite très bien passé. Et on a travaillé ensemble. Et honnêtement, ça va être prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai pas, sur toute la partie ingénierie de franchise, mes outils étaient et sont toujours de très très belle qualité. Ils sont reconnus comme tels en tout cas. Et donc ça s'est très bien passé, j'ai mis mes outils en place, on a fait vraiment tous les prérequis pour être franchiseur. Et puis j'ai recruté les deux premiers franchisés, je me souviens très très bien. C'était Julien à Poitiers et Jackie à Bourges. Et puis ensuite, j'ai mis une consultante qui s'appelait Oriane, qui était chez moi. Et je dis, tiens,
Jean-François, pour prendre ma relève, on va mettre Oriane qui va prendre le développement. Mais comme c'est un peu petit, ce que je te propose, elle va faire 50% développement, enfin 30% candidat, 30% immobilier et 30% réseaux sociaux. Comme ça, tu vas être connu et tout ça. Ah, c'est bien. Et puis en fait, dans la relation que j'ai eue avec lui, j'étais aussi en coaching de dirigeant. Ça fait très pompeux, mais j'impulsais des idées. Je disais, Jean-François, il faut absolument que tu aies un labo central. Il faut que tes macarons ils soient uniques. Il faut que tes pâtisseries, il faut que tout ce qui va être les tartes et autres, si on peut faire un truc, tu vas les fidéliser. Parce que sinon, au bout de quelques années, ils se diront, bon, bah voilà, j'ai plus besoin d'eux. Donc, il faut les fidéliser. Il faut que tu aies quelque chose de plus que les autres. Donc, on a fait un laboratoire, 5000 m². Au début, c'était un petit, puis un plus grand, puis un plus grand. Et ça a continué. J'ai toujours été son conseil. Son conseil. On a une bonne proximité. C'est vrai qu'on s'entend bien aussi. À l'époque, il était marié. Je m'entendais très bien avec sa femme aussi. Une belle relation. Et quand tu bosses pour un client qui comprend vite, qui va vite, qui te fait confiance, et dont le concept, il est bankable, ça va très vite. Ça va très, très vite. Et en 2022 ou 2021, le temps est passé par là, il me dit, Laurent, je ne m'en sors pas avec le recrutement. Je reçois plus de 1000 candidats. Je ne sais pas qui sont les bons, les moins bons. Mon développeur, il a des qualités, mais je ne suis pas sûr qu'il soit super à l'aise sur le sujet. Est-ce que tu peux venir m'aider ? Donc je lui dis, venir t'aider, t'es gentil, mais moi j'ai d'autres clients, je ne peux pas faire focus chez toi, quoi. Et il me dit, ouais, mais bon, comment je vais faire ? Parce que ça marche bien, mais voilà, quoi. Alors déjà, je l'aidais lors des conventions, j'intervenais lors des conventions, enfin, quand il y avait un petit problème dans le réseau, j'apportais une expertise. Enfin, déjà, j'étais assez présent quand même, à distance. Et puis c'est arrivé à une époque où, en fait, moi j'avais racheté une boîte qui s'appelait EPAC, comme je te l'ai dit. J'avais essayé de la mettre en franchise, devenir moi franchiseur, avec des affiliés, consultants, puis ça n'a pas marché. Bon, peut-être que j'ai arrêté trop tôt, mais enfin, le fait est que mon idée n'a pas fonctionné. Mais parmi les candidats à devenir franchisé Axe Réseau, j'avais quelqu'un qui s'appelait Julien, qui était quelqu'un de qualité, qui m'a dit, mais moi, ça m'intéresse de bosser avec toi. Et ensemble, on a monté une boîte qui s'appelait Franchiseboard. Pour faire simple, Axe Réseau de couture, Franchiseboard prêt-à-porter. C'est un peu méchant de dire ça, mais je ne sais pas trop comment le singulariser. Et puis, Franchiseboard a fonctionné avec Julien, j'étais associé, on a fait de très belles choses. Puis en 2022, on s'est associé en 2017. Donc, 5 ans après, l'association, c'est toujours un peu de lassitude. Oui, bien sûr. Et voilà, je dis à Julien, écoute, le temps est passé, j'ai une belle proposition de Jean-François pour bosser un peu plus pour lui. Je pense que ça serait bien. Il me dit, écoute Laurent, c'est ton choix. Donc on va vendre Franchiseboard et puis tu vas t'occuper de Jean-François. Je lui dis, ouais, ça m'intéresse, on va faire ça. Donc on a vendu Franchiseboard. Lui, il est resté dedans. C'était vendu un cabinet d'experts comptables à Lyon. Et moi, j'ai pris ma liberté, entre guillemets, et j'ai retrouvé mon statut de Axe Réseau à 100%. J'étais voir Jean-François, il dit, écoute, voilà, j'ai vendu Franchiseboard, donc je vais me consacrer sur quelques clients, moins, et purement dans le développement. Je ne vais plus faire les outils, j'en ai fait plein, plus de 300 clients, de toute taille, tout secteur d'activité. Les manuels opératoires, j'en ai fait plus que de raison. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le développement, c'est ce qui est le plus difficile, je trouve. Trouver les franchisés, bref, ça me plaît. Puis j'aime bien ça, mais j'ai des outils là-dessus qui sont plutôt percutants. Donc, ok, je bosse pour toi, on s'est fait un contrat, évidemment. Et puis, j'ai mis toute mon énergie sur Feuillette. Et oui, je suis rentré au comité de direction, puis on va dire j'étais très, très, très proche de Jean-François, qui avait la chance aussi d'avoir des équipes en interne très percutantes. Donc, j'ai aussi présenté des bonnes personnes pour l'accompagner au quotidien, etc. Et si on fait un état des lieux, aujourd'hui, on est en 2024, et c'était notre première phrase de ce podcast. On a ouvert la 76e boulangerie Feuillette. Voilà, moi, je l'ai connu à V6. Je l'ai connu, non, il en avait 3, il faisait 6 millions. Là, il en a 76, il va faire 200 millions. 200 millions. Donc, j'en ai, à titre perso, recruté un peu plus d'une trentaine. Et ce qui est étonnant, c'est que on a un taux de transformation qui est faible. C'est-à-dire que je reçois un peu plus de 100 personnes par mois, des contacts, des candidats. À la fin, s'il en reste 2, c'est bien, 2 validés.
Parce qu'on ne prend pas d'investisseurs. On ne prend pas de plurifranchisés. On ne prend pas de cadre en reconversion qui n'ait pas les qualités requises. Donc en fait, on est super, super exigeant. Juste, je te coupe là-dessus parce que justement, ça allait être un peu une de mes questions après, mais tu arrives dessus, c'est comment on recrute un bon franchisé, du coup? Alors, ça dépend des concepts. Un franchisé feuillette n'est pas un franchisé Alain Flelou. Il faut déjà structurellement définir le persona de ton franchisé. C'est qui son profil? C'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un obligatoirement en couple, par exemple pour Intermarché? Est-ce que c'est quelqu'un qui va obligatoirement avoir 300 cas d'apport? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit commerçant? Bref, on va définir exactement son profil. Nous, on cherche, par exemple, je prends chez Feuillette, que je connais plutôt pas mal, on cherche des commerçants, c'est-à-dire des gens qui ont été en contact de clients finaux, dans une commerce alimentaire, un commerce de détail. Il peut avoir vendu des voitures, de l'immobilier ou du service à la personne. Bref, il sait ce que c'est qu'un client final, un problème avec un client final. Premier critère. Deuxième critère, il doit avoir managé des grosses équipes. Parce qu'une boulangerie Feuillette, c'est plus de 30 personnes. Enfin, voilà. Mais les équipes, pas de super cadres intelligents. Non pas qu'un non-cadre soit idiot, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est une population d'employés, d'ouvriers, d'artisans, des gens très exigeants, que l'on manage par la crédibilité et par l'exemplarité. Donc il faut que mon franchisé, il puisse avoir les codes pour leur parler. Et donc on espère et on exige qu'ils aient un vécu de manager sur au moins 10 personnes pendant 5 ans. Et puis on cherche aussi des gens qui aient travaillé pour une enseigne nationale, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que quand on a bossé un jour pour Darty, pour Fnac, pour Decathlon, dans un stage ou autre, on sait ce que c'est que les droits et devoirs. On sait qu'on n'a pas le droit de faire telle chose parce que ça va à l'encontre du règlement de chez Decathlon. Donc ça, c'est les 3 critères qu'on regarde en premier. Puis après, évidemment, il y a le savoir-être. On déteste les gens prétentieux. Monsieur, je vous mets 10 millions, j'achète une région. Enfin, tous ces gens qui ne sont pas du tout dans l'ADN du groupe, qui ne seront pas exploitants au quotidien dans leur boulangerie Feuillette. Donc, une fois, j'ai pris cet exemple-là, mais une fois qu'on a bien défini le persona, on sait ce que l'on veut, on va regarder comment le contacter. C'est quoi ses points de contact? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il lit? Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde TF1, il regarde M6, il lit Capital, il lit Challenge, il lit quoi? Les Échos, le Figaro, il va plutôt sur TikTok, il va plutôt sur Insta. Qu'est-ce qui l'intéresse? Et on va zoomer là-dessus. Et on va en sortir, en fait, une sorte de plan média. On va le contacter sur tel support. Déjà, qu'est-ce qu'on va lui dire à ce candidat? Qu'est-ce qui l'intéresse? Ce qui l'intéresse, je pense, c'est un niveau de chiffre d'affaires. Il ne veut pas une petite affaire. Il veut aussi un produit artisanal. Il veut quelque chose de très belle qualité. Et puis, il veut aussi, comme il ne veut pas de chef avec un ego surdimensionné, il veut qu'une partie soit faite dans un labo. On a toutes ces réponses. Donc, on va appuyer sur toutes ces raisons. Ils détestent les fonds d'investissement, ces gens-là. Parce que souvent, le fonds d'investissement ne lui parle pas. Donc, je mets en avant le fait que nous, c'est une entreprise familiale. Donc, tous les points d'accroche que je connais, avec ce candidat que je connais par cœur, je vais les appuyer sur mon message publicitaire. Une fois qu'on a fait ça, les bons supports, le bon contenu, la bonne fréquence, les bonnes images, les bonnes photos, les gens nous contactent. Sans compter que je fais un gros travail sur les réseaux sociaux à titre personnel. Et là, les contacts arrivent. Bon. Ces contacts, ensuite, là, on a un outil, notre propre outil de CRM qui est juste révolutionnaire, que j'ai développé sur du no-code, donc ce qui est aujourd'hui assez unique. Et pourquoi je dis ça? Je fais une petite parenthèse. Je suis intervenant à l'Académie de la franchise, qui est le pôle formation de la Fédération française de la franchise. Et depuis 9 ans, j'anime la formation académique sur le métier de développeur de réseau. Donc je suis professeur là-dessus. Et 2 fois par an, je reçois entre 6 et 12 enseignes de toute taille qui viennent écouter ce que j'ai à leur dire. Et dans ce cours, je parle des outils de suivi des candidatures. Et ils me disent, nous on a ça, on a ça, on a ça. Et je leur présente, sans pub, m'en fous, le mien. Waouh, mais c'est génial votre truc, mais c'est ça qu'il nous faut. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que mon outil, j'en suis un peu fier, il est plutôt bien foutu. Bref, une fois qu'on a cet outil, on va canaliser chaque point de contact entre le candidat
et le franchiseur. Il rentre, qu'est-ce que je lui dis ? Là, moi, j'ai un message particulier. Je ne vais pas dévoiler toute ma secret sauce. Pas toute ma secret sauce, mais on a un moyen tout de suite d'enclencher le rendez-vous. Le rendez-vous doit donner, le rendez-vous téléphonique, doit donner ensuite rendez-vous au rendez-vous physique. Et là, moi, je suis avec lui pendant 1h30. 1h30, 2 heures. C'est 50%. 50% du job, il est là. Là, j'en suis certain. C'est-à-dire que le rendez-vous avec le développeur, il est capital. Si ce rendez-vous il est bien fait, 50% du job, il est fait. 50%, c'est la qualité de l'enseigne, du modèle économique, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y a au moins 50%, si cet entretien se passe bien, si j'ai répondu à ses questions, si son projet correspond à ce que je peux lui proposer, c'est plutôt bon signe. Après, on a classiquement un suivi de candidature sur une immersion. Et puis, on a mis en place chaque étape jusqu'à la validation. Et ça, on le fait aujourd'hui plutôt avec une certaine performance. Trop hyper intéressant tout ce process-là, parce que je pense que justement, tu vois, tout le monde n'est pas conscient justement de la charge en fait de travail qu'il y a rien que pour recruter même un franchisé. Justement, dans tout ce process-là que tu disais, alors j'ai un peu une double question. La première, c'est si un candidat déroge à une des 3 règles que tu as évoquées au début dans le persona type, qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu peux avoir un super profil, mais peut-être que, je sais pas, il n'a pas l'expérience que tu requiers dans un groupe national. Et le deuxième, au global, c'est combien de temps tu mets à recruter un franchisé, du coup ? Pour un groupe, là, on va se concentrer sur Feuillette. Alors, évidemment, au début, je faisais moi-même les appels, puis j'étais débordé. Mais tu sens le candidat. Tu le sens, à un moment, tu sais, tiens, il y a un truc. OK, il n'a pas bossé chez Fnac, Darty, Decathlon, mais il y a un truc. Et ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Le plus dur, c'était de transmettre cette expérience à la personne qui bosse avec moi, qui s'appelle Lise. Et lui dire, voilà, là, attention, tu l'as raccroché un peu vite. Là, il t'a dit, là, on peut prendre l'exemple, pourquoi je prendrais quelqu'un. Mais il y a un autre exemple, pourquoi je ne prends pas quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, moi, j'étais dans le textile, j'ai arrêté ma boîte. Ah ouais, pourquoi ? Vous avez vendu ? Non. Vous avez fait quoi exactement ? Non, ça s'est mal passé. Et bref, déceler aussi les personnes qui pourraient rentrer théoriquement dans le schéma, parce qu'il y a un truc qui ne va pas dans le discours, ne rentreront pas. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que souvent, je suis interrogé par des enseignes qui me disent, voilà, on sait que vous œuvrez dans le développement, on aimerait un peu avoir plus de candidats. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je dis, écoutez, plus de candidats, faites plus de pubs. Mais je dis, vous avez combien de candidats ? J'en ai 1500. C'est énorme. Et vous avez combien à la fin ? À peine 5. Peut-être qu'il y a des trous dans la raquette. Peut-être que votre process, il est mis de travers. Peut-être que vous n'avez pas le bon discours. Peut-être que vous ne cherchez pas les bonnes personnes. Mais ce n'est pas normal. Et souvent, les gens se disent, non, mais moi, j'ai les gens en interne, ça ne m'intéresse pas. Vous avez du volume ou pas de candidats en plus ? Non, de toute façon, moi, je ne prends pas de volume, c'est juste ridicule. Donc, OK, je vous remercie, mais on va s'arrêter là. Et c'est idiot parce que très souvent, des enseignes, ils ne regardent pas, mais c'est leur taux de transformation qui est mauvais parce qu'ils n'ont pas les bons process. Ça rejoint un peu ta question. À un moment, savoir se dire, ce candidat, il ne rentre peut-être pas dans mes cases, mais parce que j'ai un peu de métier, je vais prendre le risque de le recevoir. Puis après, je vais prendre le risque de mettre en immersion. Et je vais le présenter à mon patron. Et puis, parfois, on a des très bonnes surprises. Ouais, OK. Mais ça, c'est plus le métier. Ça, c'est ouais. Et chez Feuillette, bien sûr, j'ai pris des risques. Bien sûr. Il y a même quelqu'un, je m'en souviens, elle a été, c'est une femme, elle a été refusée par l'ancien développeur. Pour X raisons, elle n'a pas été retenue. Elle a vu qu'il y avait un nouveau développeur, en l'occurrence moi. Et donc, elle a repostulé. Et au téléphone, c'est une femme seule. Au téléphone, j'ai senti qu'il y avait un truc. Là, c'est bon. Aujourd'hui, c'est une très très bonne franchisée en Normandie. Donc, il y a une part d'irrationnel, c'est l'expérience du développeur. Bien sûr. Pour te répondre, ça va un peu résumer le succès de Feuillette et le succès en général en franchise. C'est ce que j'appelle la règle du 4 quarts. Il y a un quart, le concept. On reste dans la food. C'est marrant comme break. On reste dans la food. Le premier quart, c'est le concept, ce que je disais tout à l'heure. On rentre, c'est beau, c'est bon, c'est bien construit, c'est bien servi, les gens sont sympas, c'est distinctif, la marque est bien foutue, le concept, il y a quelque chose.
Le deuxième, 25%, c'est le responsable, le fondateur, le président. Il est charismatique, il a du leadership, il connaît son métier, c'est un mec bon, enfin, il est là, il est entraînant, 25%. 25%, c'est le modèle économique. Je mets 100, ça me rapporte 150 dans 3 ans, exemple. Le truc qui tient la route, il est formalisé au travers plusieurs unités pilotes, ça tient la route. Et le dernier quart, désolé, mais c'est le développeur ou le développement, c'est-à-dire la capacité des outils mis en place et la capacité du développeur à aller chercher les candidats et les transformer en franchisés. Trop bien, trop bien. Le podcast passe hyper vite et je me dis qu'on aurait même l'occasion d'en faire un deuxième parce que je pense qu'il y a encore d'autres sujets qu'on n'a pas abordés. Mais pour finir sur les 10-12 dernières minutes qui nous restent, j'aimerais maintenant que tu nous parles de, je sais pas si c'est toi, mais j'imagine aussi que tu t'en occupes sur la phase d'après, parce qu'après il y a la gestion des franchisés. On est quand même en direct avec, tu l'as dit, à juste titre, à la fin c'est des entrepreneurs quand même qui investissent, ils dépendent d'une marque, mais bon, c'est quand même leur boutique. Comment ça se passe la gestion de franchisés et surtout quand le réseau grossit assez vite comme c'est le cas chez Feuillette aujourd'hui? Tout à fait. Alors oui, non, je ne m'occupe pas de l'animation, formation, accompagnement démarrage et animation au quotidien des franchisés. Ce que je fais, je motive le dirigeant. Je dis, écoutez, très honnêtement, si vous devez recruter une personne pour la franchise, je vous recommande de recruter un animateur. Pourquoi ? Il va prendre en charge la formation initiale du candidat, devenu franchisé. Il va l'accompagner au démarrage et il va le suivre dans les premiers mois. Si jamais, demain on travaille ensemble, vous êtes seul, vous avez 3 personnes qui sont dans l'exploitation de vos restaurants. Ils ne seront pas disponibles. On va nommer 3-4 nouveaux franchisés. Qui va s'occuper de les former? Qui va s'occuper des actes? S'il n'y a personne, ils vont vous dire, on s'est monté tout seul, vous ne nous avez pas aidé. À la rigueur, s'ils sont de bonne composition et qu'ils gagnent de l'argent, ils ne vont pas vous en vouloir. Mais par contre, les franchisés autres qui vont frapper à la porte, ils vont évidemment à un moment les consulter. Comment ça s'est passé le lancement? Bon, honnêtement, ils étaient un peu débordés, j'ai un peu tout fait tout seul, quoi. Ah, mais vous êtes visité régulièrement? Non, ils sont bons sur d'autres sujets, mais on ne peut pas dire qu'on soit super animé. Pouf, pouf, pouf. Donc votre ambassadeur n'est plus du tout un ambassadeur, c'est un contre-ambassadeur. Donc l'idée, c'est de mettre en place le plus rapidement possible une personne, capable de prendre en charge le lancement et le suivi de l'exploitation des premiers franchisés, l'animateur de réseau. Cet animateur, c'est l'interface, hein, c'est je dirais la roue crantée entre le franchiseur et le franchisé. Mais c'est très important parce que c'est ce qui va donner le succès au premier. Sur la question qui m'était posée, moi je ne le fais pas. Parce que c'est un autre métier, on ne peut pas tout faire. Mais je pense qu'il y a de la place, j'avais hésité à le faire un jour, pour avoir des animateurs externalisés. Typiquement dans la restauration, avoir aujourd'hui des gens qui sont très percutants sur la formation, l'accompagnement, etc., ça existe. On a des boîtes aujourd'hui qui existent, qui forment les franchisés en lieu et place du franchiseur. J'en connais plein. Vous ouvrez une boulangerie, ils vont recruter, ils vont former. Tout ça sous la direction du franchiseur, alors que c'est une boîte externalisée. Okay. Donc ça peut se faire de manière externalisée, et c'est parfois aussi une bonne solution. Ok, trop bien. Non, mais parce que forcément, tu vois, quand tu es franchisé, tu as des attentes, tu as des demandes auprès du réseau, etc. Donc c'est aussi une gestion, tu vois, les franchisés, il faut les satisfaire parce que c'est aussi la vitrine à la fin de ta marque, quoi. Donc je me demandais si toi, tu intervenais aussi là-dedans, mais ça, j'imagine aussi que quand tu recrutes bien, du coup, derrière, tu as aussi des gens du coup, qui sont impliqués dans la marque et donc ça se fait assez naturellement, tu vois, que ça se passe bien. Alors non, mais me concernant, c'est un peu truqué puisque j'aurais vérifié en amont que les prérequis, les postulats soient présents. Typiquement, là on parle de personnes, mais c'est rien par rapport, par exemple, aux achats. Ah oui. Ouais. La logistique. Ok, vous livrez, vous êtes dans le burger, votre fournisseur de pain, il fonctionne très bien, couronne parisienne. Votre premier franchisé, il est à Lyon. Est-ce que le fournisseur peut livrer à Lyon? Ah bah non, il peut pas. Ah bah qu'on va faire? Donc tous ces problèmes de transport, d'achat, d'informatique, la bande passante, elle passe pas au-delà de... Enfin, on a tout plein de problèmes que moi j'aurais solutionné auparavant. Quand je prends un projet, je m'assure
qui tient la route. Je ne vais pas nommer des franchisés pour m'entendre dire derrière, ah ouais, mais c'est nul, ils sont tout le temps en rupture de produits, on n'a personne, l'informatique, ils sont une fois sur deux. Non, ça ne marche pas. Moi, je ne vais pas m'épuiser. Et après, je vais avoir les franchisés qui ne seront pas contents et ils vont le dire aux autres et je ne pourrai plus recruter. Donc moi, soit c'est carré dès le départ et je le vois et j'aide le franchiseur à que ça soit... C'est ce qu'il veut, hein, le franchiseur. Il est à l'écoute. Hein. Pour Feuillette, bien évidemment qu'on a travaillé. J'avais la chance d'avoir un directeur d'exploitation d'une grande valeur. Et ce directeur d'exploitation, qui s'appelle David, a mis en place toutes les équipes en interne pour assurer le succès de la franchise. Moi, je n'ai fait que recruter les bonnes personnes avec un peu de prétention, un savoir-faire qui est le mien. Mais derrière, s'il n'y a pas un David pour animer, former et mettre un peu en œuvre toute cette magie qui est la magie Feuillette, ça ne marche pas. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que en fait, tu vois, des fois on voit plein de concepts qui ouvrent en franchise très très vite. Moi j'ai souvenir pendant, je sais plus si c'était 2020 ou 2021, des pizzas cosy, tu vois, où tu envoyais ouvrir tout le temps. Et des fois tu dis putain, mais c'est fou, ça a l'air incroyable. Mais je pense qu'on sous-estime aussi des fois tout le cadrage en fait qu'il y a en amont, que ça soit au niveau des candidats, des process, etc. Donc moi personnellement, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, on apprend plein de choses, donc c'est hyper intéressant. Il reste 5 minutes, je vais finir par une seule question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2024, que ça soit pour Feuillette, enfin 2024, tu me diras 2024, on est déjà en septembre, mais pour cette fin d'année, dans tes projets, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Là, en fait, je suis comblé, enfin je ne vais pas mentir, je suis comblé. J'ai une enseigne qui va au mieux, j'ai une très belle relation avec Jean-François, ça fonctionne quoi. Donc demain, on a ouvert vendredi dernier le Café Feuillette, qui est un modèle de centre-ville flux piéton, quand la boulangerie Feuillette et périphérie flux voiture. On va cartonner, c'est évident. Donc devant, là, moi j'ai une espèce d'autoroute qui s'ouvre à moi sur le Café Feuillette. Que vous allez développer en franchise, bien sûr, dont j'ai la charge, j'ai la charge pour la mise en place en franchise. Et à l'export, j'ai déjà 2 pays qui vont ouvrir. En fait, professionnel sur Feuillette, l'enjeu c'est de pouvoir garder la même qualité de professionnalisme, que ce soit moi ou l'ensemble des équipes Feuillette, pour nos candidats et demain nos franchisés. Donc me souhaiter chez Feuillette, ça va bien. Non, quand je dis que je suis comblé, je suis arrivé à une période de ma vie en plus où je te dis j'ai vendu une de mes boîtes. Je pense avoir une bonne réputation sur le secteur de la franchise. Au mois de juin, j'ai réuni mes anciens consultants qui étaient avec moi lorsque je travaillais pour Franchise Board, donc des salariés que je prenais à l'université et que je montais en compétences. Ils sont tous directeurs, ils sont tous à un super poste en franchise et ils me remerciaient. J'ai laissé quelque chose, que ce soit via Axréseau, via Franchise Board, j'ai laissé une trace à travers des personnes, à travers des outils. Là, j'ai vu un message assez sympa de Wiglass, qui était une structure que j'ai aussi mis en franchise. Il y en a plus de 150. Le type nous a remercié m'a remercié nominativement. Enfin, j'ai des belles histoires à raconter. Et ça, en termes de reconnaissance, c'est super sympa. Ouais. Bon, on a parlé un peu avant. À titre personnel, ça va aussi très bien. Donc, je suis comblé. Ce qui pourrait demain m'amuser, c'est un concept. J'en ai 2 en vue, qui sont des super concepts que j'aimerais vraiment pouvoir mettre dans mon portefeuille de marque, entre guillemets. Et là, je serais d'attaque pour faire aussi bien que je peux le faire avec Feuillette. Tu vas pas nous donner les noms, j'imagine ? Non, je peux pas parce que c'est pas signé, mais okay. c'est extraordinaire. Okay. Et ça me plairait d'avoir... Et puis, tu sais, on parle de logiciel. Je pense qu'il y a des choses à faire dans le logiciel et mélanger un peu le logiciel et l'accompagnement, faire du figital, mais en conseil. Donc, moi, j'ai beaucoup de projets. À côté de ça, j'ai un restaurant du côté de Blois qui me prend pas mal de temps. J'ai une activité, j'étais juge au tribunal de commerce. T'es occupé. Je suis toujours professeur, je te l'ai dit, à l'académie. Donc, les journées sont courtes. Et à côté de ça, je fais pas mal de motos. Donc, trop bien. Non, je suis un homme heureux, pour faire simple. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. C'est franchement un épisode qui est passé encore une fois hyper vite. Je crois qu'on est à 1h10 à peu près.
Franchement, honnêtement, on va laisser de toute façon les mois passer, mais je pense que ça pourrait être intéressant en tout cas de répéter un autre épisode, parce que je pense qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder qui seraient hyper intéressantes d'aborder potentiellement plus tard. Mais en tout cas, je te remercie. Étant donné en plus tout ce que tu viens de dire, tu as des grosses journées, donc tu as pris là un peu de ton temps pour venir nous partager ton expérience. Donc merci beaucoup d'être passé. Je te souhaite une très belle fin d'année et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup à toi. À bientôt, salut.